Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui regarde tout le monde. Corona, le coronavirus. Comme l'avait dit Albert Camus, la seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Il y a de plus en plus de médecins et de plus en plus de virologues qui sont sceptiques aux mesures contre la pandémie, particulièrement en Allemagne. C'est pourquoi un parmi eux a écrit une lettre ouverte à la chancelière allemande. Et je pense que la lettre est vraiment intéressante. Après l'avoir écoutée en français, naturellement, vous pourriez laisser un commentaire au-dessous et nous dire comment vous trouvez la situation en France. Si vous aimeriez recevoir plus d'informations, abonnez-vous à notre chaîne. Et maintenant, écoutez et profitez bien de la lettre ouverte du professeur Dr Bhakti. Lettre ouverte. Chère chancelière, en tant qu'imméritée de l'université Johannes Gutenberg de Mayence et directeur de longue date de l'Institut de microbiologie médicale, je me sens obligée de remettre en question de manière critique les restrictions de grande envergure que nous nous imposons actuellement à nous-mêmes dans la vie publique afin de réduire la propagation du virus Covid-19. Il n'est expressément pas dans mon intention de minimiser les dangers du virus ou de diffuser un message politique. J'estime toutefois qu'il est de mon devoir d'apporter une contribution scientifique à la mise en perspective des données et des faits actuels. Et, en outre, de poser des questions qui risquent de se perdre dans le débat houleux. La raison de mon inquiétude réside avant tout dans les conséquences socio-économiques réellement imprévisibles des mesures d'endiguement drastiques qui sont actuellement appliquées dans de grandes parties de l'Europe et qui sont également déjà pratiquées à grande échelle en Allemagne. Mon souhait est de discuter de manière critique et avec la prévoyance nécessaire des avantages et des inconvénients de la restriction de la vie publique et des effets à long terme qui en résultent. À cette fin, je suis confrontée à 5 questions qui n'ont pas reçu de réponse suffisante jusqu'à présent, mais qui sont indispensables pour une analyse équilibrée. Je voudrais vous demander de vous exprimer rapidement et, en même temps, d'inviter le gouvernement fédéral à élaborer des stratégies qui protègent efficacement les groupes à risque sans restreindre la vie publique de manière générale et à semer les graines d'une polarisation de la société encore plus intense que celle qui existe déjà. Avec le plus grand respect, professeur Dr Sucharit Bhakti. Numéro 1. Statistiques. En infectiologie, fondée par Robert Koch lui-même, une distinction traditionnelle est faite entre l'infection et la maladie. Une maladie nécessite une manifestation clinique. Par conséquent, seuls les patients présentant des symptômes tels que la fièvre ou la toux doivent être inclus dans les statistiques en tant que nouveaux cas. En d'autres termes, une nouvelle infection, telle que mesurée par le test Covid-19, ne signifie pas nécessairement que nous avons affaire à un patient nouvellement malade qui a besoin d'un lit d'hôpital. Toutefois, on suppose actuellement que 5% de toutes les personnes infectées deviennent gravement malades et ont besoin d'une ventilation. Les projections basées sur cette estimation suggèrent que le système de santé pourrait être surchargé. Ma question: les projections ont-elles fait une distinction entre les personnes infectées ne présentant pas de symptômes et les patients réellement malades, c'est-à-dire les personnes qui développent des symptômes? Numéro 2. Dangerosité.
Un certain nombre de coronavirus circulent depuis longtemps, largement inaperçus des médias. S'il s'avérait que le virus Covid-19 ne présente pas un potentiel de risque nettement plus élevé que les coronavirus déjà en circulation, toutes les contre-mesures deviendraient évidemment inutiles. Le Journal international des agents antimicrobiens, reconnu au niveau international, publiera bientôt un article qui traitera précisément de cette question. Les résultats préliminaires de l'étude sont déjà visibles aujourd'hui et permettent de conclure que le nouveau virus n'est pas différent du coronavirus traditionnel en termes de dangerosité. Les auteurs expriment cette conclusion dans le titre de leur article SARS-CoV-2, peur contre données. Ma question: comment la charge de travail actuelle des unités de soins intensifs avec des patients ayant reçu un diagnostic du Covid-19 se compare-t-elle à celle d'autres infections à coronavirus et dans quelle mesure ces données seront-elles prises en compte dans les décisions futures du gouvernement fédéral? En outre, l'étude ci-dessus a-t-elle été prise en compte dans la planification jusqu'à présent? Et si aussi, bien sûr, diagnostiqué signifie que le virus joue un rôle décisif dans l'état de santé du patient et non que les maladies antérieures jouent un rôle plus important. Numéro 3. Diffusion. Selon un rapport du Süddeutsche Zeitung, même l'Institut Robert Koch, très cité, ne sait pas exactement quelle quantité est testée pour le Covid-19. Il est cependant un fait que l'on a récemment observé en Allemagne une augmentation rapide du nombre de cas à mesure que le volume des tests augmente. Il est donc raisonnable de penser que le virus s'est déjà propagé de manière inaperçue dans la population saine. Cela aurait deux conséquences. Premièrement, cela signifierait que le taux de mortalité officiel, le 26 mars 2020, par exemple, il y avait 206 décès dus à environ 37 300 infections, soit 0,55%, est trop élevé. Et deuxièmement, cela signifierait qu'il ne serait guère possible d'empêcher le virus de se propager dans la population saine. Ma question est la suivante. Y a-t-il déjà eu un échantillon aléatoire de la population générale en bonne santé pour valider la propagation réelle du virus ou est-ce prévu dans un avenir proche? Numéro 4. Mortalité. La crainte d'une augmentation du taux de mortalité en Allemagne, actuellement 0,55%, fait actuellement l'objet d'une attention médiatique particulièrement intense. De nombreuses personnes craignent qu'il n'augmente comme en Italie, 10%, et en Espagne, 7%, si des mesures ne sont pas prises à temps. En même temps, l'erreur est commise dans le monde entier de signaler les décès liés au virus dès qu'il est établi que le virus était présent au moment du décès, indépendamment d'autres facteurs. Cela viole un principe de base de l'infectiologie. Un diagnostic ne peut être établi que lorsqu'il est certain qu'un agent a joué un rôle important dans la maladie ou le décès. L'Association des sociétés médicales scientifiques d'Allemagne écrit expressément dans ses directives: outre la cause du décès, il faut indiquer une chaîne causale, la maladie sous-jacente, correspondante, occupant la 3e place sur le certificat de décès. Parfois, il faut également indiquer les chaînes causales à 4 liens. À l'heure actuelle, il n'existe aucune information officielle sur la question de savoir si, au moins rétrospectivement, des analyses plus critiques des dossiers médicaux ont été entreprises pour déterminer combien de décès ont été effectivement causés par le virus. Ma question est la suivante. L'Allemagne a-t-elle simplement suivi cette tendance d'un soupçon général de Covid-19 et,
A-t-elle l'intention de poursuivre cette catégorisation sans esprit critique comme dans d'autres pays? Comment, dès lors, faire la distinction entre les véritables décès liés au coronavirus et la présence accidentelle du virus au moment du décès? Numéro 5. Comparabilité. La situation épouvantable en Italie est utilisée à plusieurs reprises comme scénario de référence. Cependant, le véritable rôle du virus dans ce pays est totalement incertain pour de nombreuses raisons. Non seulement parce que les points 3 et 4 ci-dessous s'appliquent également ici, mais aussi parce qu'il existe des facteurs externes exceptionnels qui rendent ces régions particulièrement vulnérables. L'un de ces facteurs est l'augmentation de la population atmosphérique dans le nord de l'Italie. Selon les estimations de l'OMS, cette situation, même sans le virus, a entraîné plus de 8000 décès supplémentaires par an en 2006 dans les 13 plus grandes villes d'Italie seulement. La situation n'a pas beaucoup changé depuis lors. Enfin, il a également été démontré que la population atmosphérique augmente considérablement le risque de maladies pulmonaires virales chez les personnes très jeunes et âgées. En outre, 27,4% de la population particulièrement vulnérable de ce pays vit avec des jeunes, et en Espagne, ce pourcentage atteint 33,5%. En Allemagne, ce chiffre n'est que de 7%. De plus, selon le professeur Reinhard Busse, chef du département de gestion des soins de santé à l'Université technique de Berlin, l'Allemagne est nettement mieux équipée que l'Italie en termes d'unités de soins intensifs, par un facteur d'environ 2,5. Ma question: quels efforts sont faits pour sensibiliser la population à ces différences élémentaires et pour lui faire comprendre que des scénarios comme ceux de l'Italie ou de l'Espagne ne sont pas réalistes ici? À bientôt.